Bien, ce que tu viens de voir, au-delà d'être une super intro pour le début de la vidéo, c'est l'avènement qui a amené à la formation de la Lune. Bon, ce serait pas faux aussi de dire que c'est l'avènement qui a amené à la formation de la Terre telle qu'on la connaît. Du moins, c'est actuellement l'hypothèse la plus probable que nous ayons pour expliquer la formation du couple Terre-Lune. Bon, j'étais pas là pour le voir, hein. Il y a encore plusieurs hypothèses qui sont en concurrence actuellement pour expliquer ce phénomène. Mais pour des raisons gravitationnelles principalement, c'est celle qu'on retient actuellement. T'as compris, on va parler de la Lune, de sa formation, donner quelques infos et possiblement expliquer 2-3 trucs, hein, pourquoi pas. Commençons par reprendre depuis le début. Au commencement, il n'y avait rien, si ce n'est... Pardon, non, ça c'est de la Bible, c'est n'importe quoi. On a de la peine à commencer quelque chose par rien. Non, non, non. Avant le système solaire qu'on connaît, il y avait un énorme nuage de gaz d'une taille démentielle. C'est ce qu'on appelle une pouponnière à étoiles, une nébuleuse. Cet amas de gaz va finir, si les conditions le permettent, par s'effondrer sur elle-même. C'est ce qu'il arriva il y a 4,57 milliards d'années. La majorité de la matière va venir former une étoile. Les restes vont donner les planètes, mais pas seulement, évidemment les lunes et les astéroïdes, tout ce qu'on peut retrouver qui compose notre système solaire. Et quand je parle de restes, c'est vraiment des restes. Par exemple, pour notre propre Soleil, il a boulouté 99,88% de toute la matière du système. Voilà, un gros goinfre, il n'a rien laissé pour les autres. Je passe très brièvement sur la formation du système Sol, parce que déjà, ce n'est pas le sujet, et en plus, c'est un énorme bordel. Mais on peut imaginer que toute la matière restante est en compétition pour rassembler le plus possible de masse et affirmer sa position dans une espèce de grosse battle royale. Certaines planètes se font éjecter du système Sol, d'autres se font mitrailler d'astéroïdes, tant mieux pour eux j'ai envie de dire, c'est du gain de masse, et dans cette période va se former ce qu'on appellera plus tard la Lune. Ce qu'on peut appeler la prototerre orbite autour du Soleil, mais elle n'est pas seule. Une autre protoplanète, moins massive, a priori équivalente à Mars, partage cette orbite, ou du moins une orbite de collision. Son doux nom est Theia, qui nous vient d'une titanide de la mythologie grecque. Dans cet énorme billard qui est notre système solaire à cette époque, l'équilibre entre les masses orbitantes autour du Soleil n'est pas encore advenu, et deux protoplanètes avec des orbites semblables, ou du moins se chevauchant, ne pourront pas se stabiliser. Et ce qui devait arriver, arriva. Environ 60 millions d'années après l'effondrement de la nébuleuse, soit il y a 4,51 milliards d'années, c'était quand même il y a longtemps, Theia, la prototerre, rentre en collision, détruisant par là même cette Theia et arrachant une bonne partie de la croûte terrestre, qui se retrouve en orbite. À cette époque, la Terre se retrouve donc avoir un anneau. Ouais, exactement comme Saturne. J'en profite d'ailleurs pour dire que les anneaux de Saturne sont destinés à disparaître, et qu'elles se seraient formées il y a bien moins longtemps que ce qu'on pensait au début. Nous avons donc une chance incroyable de pouvoir les contempler. Voilà, ça c'était gratuit. Cet anneau, pour les dominer tous, non pardon c'est pas ça, non, cet anneau terrestre va en partie tomber sur Terre, mais surtout sur l'effet de la gravité, va s'agglutiner sous la forme qu'on lui connaît aujourd'hui. Cette collision va aussi donner l'inclinaison de notre astre de 23,5 degrés, créant par là même les saisons et d'autres trucs. Le fait que la Lune continue d'orbiter autour de la Terre lui permet, à cette dernière, de garder une certaine stabilité. En fait, la Lune a une quantité non négligeable d'effets sur la Terre que je vais essayer d'énumérer. Liste non exhaustive, genre pas du tout. Je liquide très rapidement les marées, parce que bon, ça on connaît. Même s'il ne faut pas oublier qu'elles ont une grande impact sur la vie sur Terre, et peut-être même que l'apparition de cette dernière est due aux marées. Ensuite, les marées de terre, même si c'est toujours marrant de se dire que la croûte terrestre varie de plusieurs dizaines de centimètres suivant où est placée la Lune, sont aussi connues. Ce qu'il est un petit peu moins connu peut-être, c'est que probablement que ces marées terrestres sont venues fracturer les plaques
tectoniques qui auraient permis l'apparition des continents. Mais il existe un troisième type de marée beaucoup moins connu, la marée atmosphérique. Car évidemment, si la Lune a un effet sur l'eau et sur la Terre, elle en a aussi sur les gaz qui entourent cette dernière. Et donc, il existe des marées qui vont influencer sur le vent terrestre. Il est généralement accepté de dire que la Lune tourne autour de la Terre, mais c'est erroné. À même titre que le système Terre-Soleil, les deux astres tournent autour du point d'équilibre. En gros, au centre de toute la matière en jeu. En gros, le centre de la matière n'est pas le centre de la Terre, puisqu'il y a la matière de la Lune. Le centre de gravitation est donc légèrement décalé en direction de la Lune. Et cet axe de rotation se déplace en même temps que cette dernière. La Lune influence aussi la durée des jours, ralentissant de plus en plus la rotation de la Terre sur elle-même via les forces de marée et continue à le faire. Donc si tu te fais chier à ton boulot et que tu as l'impression que tous les jours sont un peu plus longs, c'est pas totalement faux. D'ailleurs, ce ralentissement fait que la Lune s'éloigne de la Terre de l'ordre de 3,8 cm par année, à peu près à la même vitesse que poussent tes ongles. Ce qui veut dire qu'un jour ou l'autre, elle finira par se libérer de la force gravitationnelle qui la retient et ira faire sa vie ailleurs. Un peu comme quand tu deviens majeur et que tes parents te foutent dehors. On peut mesurer cet éloignement grâce à un laser qu'on vient pointer sur des réflecteurs posés par les missions Apollo ainsi que des missions russes. Il suffit alors d'attendre que la lumière du laser revienne à nous. En voyant la différence de temps entre l'aller-retour, en connaissant la vitesse de la lumière, on est capable de déterminer sa distance. On peut dire aussi que la Lune agit comme un gilet pare-balles pour nos beaux yeux, se prenant les astéroïdes dans la tronche pour nous. Il n'y a qu'à voir la gueule qu'elle a, hein. Même si on peut dire que notre système solaire est beaucoup moins sauvage que ce qu'il a été par le passé. Bien, arrive le moment où je vais taper un peu sur des supposés effets de la Lune sur la vie de tous les jours. Pour une raison X ou Y, la Lune nous influencerait quotidiennement. Par exemple, les soirs de pleine lune, on dormirait moins bien. Alors oui, si le ciel est dégagé via la lumière reflétée sur la Lune du Soleil, cela pourrait perturber certains dormeurs. Mais une fois les volets fermés, on n'en parle plus. On pourrait alors arguer que la force d'attraction de la Lune, vu qu'elle a son effet sur les marées, pourrait avoir un effet sur le corps humain. Dire ça, c'est oublier que les forces de gravité prennent en compte la masse des objets et leur distance. C'est donc via l'énorme masse des océans que la Lune arrive à avoir un effet sur celle-ci. Si on prenait des masses bien plus petites, par hasard le corps humain, alors l'effet de la Lune est bien ridicule, à cause de la distance comparée à celle que pourrait avoir n'importe quel immeuble situé à proximité de toi, ou voire même de n'importe quel être humain qui te ferait la bise. Ce que je veux dire par là, c'est étant constitué de très peu d'atomes finalement, un corps humain est beaucoup plus attiré par des choses qui sont proches de lui que par l'astre de la Lune, certes très massif, mais surtout très éloigné. Qui plus est, de telles hypothèses se trouvent être facilement démontrables. Les expériences pour démontrer et ou réfuter l'idée ne sont pas très compliquées à mettre en place. D'ailleurs, il n'est pas dur de trouver une masse d'études sur le sujet qui, malheureusement, réfutent ces hypothèses. Je dis malheureusement car évidemment je ne suis pas contre l'idée de base, mais je me tiens simplement aux résultats que l'on peut trouver. Pour autant qu'on regarde des études sérieuses suivant la méthodologie scientifique. Et si je dis méthodologie scientifique, ce n'est pas parce que cette méthode est parfaite, mais c'est celle qui marche le mieux actuellement. Mais prenons vite fait le temps de regarder l'une d'entre elles. Le nombre de naissances serait plus importante les soirs de pleine lune, idée largement répandue. Pour vérifier ça, on aurait besoin d'un joli petit graphe qui répertorie les naissances au fil de l'année, jour après jour. Hop, magique, voici celui de l'année 2019 en France. En regardant les courbes, on arrive aisément à replacer les jours de pleine lune. Bien vu, c'est environ là, ici, là, encore ici, là, pourquoi pas ici, peut-être là, aussi là, enfin je vais m'arrêter là, je passe pour un connard. On est d'accord, ça ne correspond vraiment pas des masses. Cette hypothèse tiendrait plus du fait que les nuits de pleine lune, soit des nuits qui sont
plus marquante, soit associer aussi un effet marquant. Par exemple, un nombre de natalité élevé. Il suffirait alors que les deux événements coïncident, donnant ainsi une fausse impression. Car le cerveau humain adore faire des liens entre plusieurs événements qui n'ont pas forcément une origine commune. Pareil pour l'idée suivant laquelle la Lune influencerait la pousse des plantes, ce qui est évidemment très simple à vérifier. Et de nouveau, on ne trouve rien de probant. Bref, je peux encore donner quelques infos sur la Lune, comme c'est un petit peu le sujet de la vidéo. Par exemple, sa distance de la Terre, en moyenne 384 000 km. Je dis en moyenne car l'orbite de la Lune n'est pas un cercle parfait, mais une ellipse. Une ellipse, c'est un cercle sur lequel tu t'es assis un petit peu trop violemment. Le diamètre de cette dernière est de 3,474 km. Et je ne donne pas ces informations évidemment pour rien, car il se trouve que par un heureux hasard, il existe un facteur 400 entre la Lune et le Soleil, donnant dans le ciel à ces deux la même taille, ce qui va permettre les éclipses, une jolie illusion d'optique totalement naturelle. Je peux aussi dire que son atmosphère représente une dizaine de tonnes. Pas celle du Soleil, elle est beaucoup plus grosse, parce que oui, le Soleil a une atmosphère, c'est rigolo ça. Mais du coup, 10 tonnes pour une Lune comme la nôtre, ce n'est vraiment rien du tout. Donc on peut presque dire que son atmosphère est inexistante. Par contre, la gravité sur la Lune est 6 fois moindre que sur Terre. Donc au lieu de faire un régime, va plutôt sur cette dernière. Les kilos se retrouveront divisés par 6. Bon, cependant, tu perdras pas de masse. J'aurais encore pu te donner d'autres infos, comme sa vitesse de rotation, la superficie et d'autres trucs. Mais comme tout ceci, ce sont des chiffres, que les chiffres, c'est bien chiant et qu'on s'en fout, je préfère m'arrêter là. Avant de te quitter, je profite vite de préciser que la création de la Lune via Théa est une hypothèse. Et que si tu as vu ma vidéo sur le sujet, clin d'œil, tu sais ce que cela veut dire. Or donc, tout ceci risque encore d'évoluer et sera peut-être totalement réfuté dans le futur. Ou pas. Sur ce, je crois que tu l'as compris, c'est fini pour moi. Je te laisse liker et partager la vidéo si tu en as envie. Tu sais déjà pourquoi c'est important. C'était Tétrachier, kiff kiff sur tes fesses. Enfin, si t'as bien envie.